Est-ce qu'on arrive à régler le son? Là-haut, c'est mieux? Parfait. Donc, je disais, Nathalie Houllier qui donne pouvoir à Daniel Masson, Charles Herman qui donne pouvoir à Caroline Barbiche, Laure Caddy qui me donne pouvoir, et Véronique Derua qui donne pouvoir à Véronique Bod. Est-ce qu'il y a d'autres procurations? Si ce n'est pas le cas, parfait. Je vous propose, pour cette réunion du conseil municipal qui est exclusivement dédiée au budget, que l'on puisse faire une présentation du budget primitif 2021 de la ville de Divonne-les-Bains, budget primitif du budget principal et des budgets annexes, et qu'on puisse ensuite engager le débat avant de passer au vote, si cela vous convient. Parfait. Passons directement du coup à la présentation de ce budget primitif. Un budget primitif que nous avons souhaité être un budget raisonné, un budget responsable, mais un budget qui nous permet quand même d'imaginer avoir des investissements dans l'année 2021. C'est un sujet qui a déjà été débattu au rapport d'orientation budgétaire. On nous avait indiqué que nous avions dans les investissements de l'année 2021 environ 2 400 000 euros qui seront prévus au budget primitif du budget principal et des budgets annexes, auxquels viendront s'ajouter des reports, des restes à réaliser et un excédent budgétaire de l'exercice 2020 que nous voterons au budget supplémentaire et qui sera prévu au mois de mai et qui portera l'ensemble des investissements sur 2021 à peu près 10 millions d'euros. C'est un budget qu'on a également souhaité être un budget quand même vigilant, basé sur les 9/12 de recettes du casino, du produit des jeux, en sachant, quand nous avons élaboré ce projet en début d'année, que nous ne savons pas la date de réouverture du casino et que les chiffres qui nous sont présentés aujourd'hui en termes d'augmentation de la contamination nous donnent pas d'espoir, ou en tout cas peu d'espoir, d'une réouverture le 1er avril prochain de l'établissement de jeux. Donc il faudra aussi que nous ayons un point de vigilance à avoir sur le budget, notamment dans les mois qui viennent sur le budget supplémentaire, au regard de notre principal, ou en tout cas d'un financeur important de la ville qui est le casino, de son produit des jeux, et également des compensations de l'État. Le budget qui vous est présenté ce soir, le budget primitif, ne prévoit pas de compensation de l'État sur l'exercice 2021. Vous l'avez vu dans les documents qui vous ont été remis, la compensation qui est indiquée est le solde de l'année 2020. Donc on arrive à monter un budget aujourd'hui sans avoir de compensation de l'État sur l'année 2021, même si l'État a déjà indiqué dans sa lettre, dans sa loi de finances, qu'il compenserait les communes qui ont un casino, comme cela a été notre cas l'année dernière. On ne sait pas sur quel montant, on ne connaît pas encore sur quelle base. C'est pour ça que nous avons été prudents et que nous vous tiendrons informés en commission finances et dans la présentation du budget supplémentaire de l'évolution de la compensation de l'État qui aura évidemment un impact sur notre budget primitif. Les deux autres éléments importants du budget primitif, c'est l'absence d'augmentation de la fiscalité. C'est un engagement, ça a été débattu au rapport d'orientation budgétaire, et la continuité, en tout cas la poursuite de la baisse du niveau de la dette qui est celle de la commune. Et nous ne contractons pas d'emprunt supplémentaire cette année pour financer nos équipements. Donc sur le budget primitif et sur la section de fonctionnement, nous avons un budget primitif qui est proposé à un montant de 20 756 162 euros. Il est en baisse par rapport au budget primitif 2020. Cette baisse, elle s'explique par la diminution du produit des jeux que nous avons estimé pour le budget 2021 à hauteur de 3,8 millions d'euros. Je vais vous détailler l'ensemble des chapitres, ce qui permettra de préciser l'ensemble des actions que nous vous proposons de retenir ce soir. Sur les dépenses de fonctionnement toujours, donc en charge à caractère général, nous avons arrêté cette ligne, ce chapitre à 5 178 568 euros, qui est un montant
en hausse par rapport à l'année 2021, qui correspond, cette hausse correspond à une augmentation de la voirie notamment, des montants que nous proposons sur la voirie. Donc sur la ligne achat, nous sommes à un montant stable, à 1 557 885 euros. Dans ce montant achat, il s'agit des fluides, de la fourniture, de l'alimentation et également de l'impact du Covid sur les achats de produits, notamment des masques, notamment du gel, pour l'entretien pour nos agents et pour l'entretien des locaux de la collectivité. Sur les services extérieurs, nous avons une augmentation par rapport à 2020 pour un montant de 3 569 175 euros. Donc je vous l'expliquais, c'était notamment l'augmentation des services liés à la voirie. C'est un des axes que nous avons défendu durant la campagne et que nous mettons en œuvre dès ce projet de budget 2021 de doubler le montant dédié à la voirie, à la fois en fonctionnement et en investissement, pour le porter à environ 1,2 million. Et ensuite, sur les impôts et taxes, nous avons une diminution qui est un transfert de la taxe foncière, qui correspond à un transfert de la taxe foncière des termes sur le budget annexe. Donc on a une diminution et le montant des impôts et taxes sera arrêté à 51 508 euros. D'autres actions qu'on peut détailler dans ce chapitre de fonctionnement. Donc le premier, je vous l'ai détaillé tout à l'heure, c'est les impacts, les effets de la crise sanitaire pour à peu près 80 000 euros. Le lancement de la démarche Citergie à hauteur de 30 000 euros environ. Des équipements pour la mise en œuvre du label Terre de Jeu pour à peu près 12 000 euros. Le doublement des crédits affectés à la voirie en fonctionnement à hauteur de 840 000 euros. Des actions en termes d'éco-pâturage à hauteur de 10 000 euros. Le doublement des crédits pour l'entretien du lac. Vous le savez, c'est un axe aussi important de la politique de transition écologique que nous souhaitons mettre en place avec un marché qu'on vous proposera d'attribuer, je pense, au Conseil du mois d'avril, qui portera sur 5 ans et qui vise à entretenir le lac fortement durant ces 5 années et de doubler en fait le montant de l'entretien du lac qui était que l'on connaissait ces dernières années, qui correspondait à du faucardage. Aujourd'hui, il y a un travail beaucoup plus important à faire sur le lac pour améliorer la qualité de l'eau du lac et surtout l'aspect de ce lac. Donc c'est 120 000 euros qui sont budgétés en dépenses de fonctionnement. Selon les résultats de l'appel d'offres, ce montant sera évalué cette année et il sera ajusté ensuite sur les années de 2021 à 2025, parce que c'est un marché qui portera sur 5 ans. Donc au total, ça sera à peu près un peu plus de 500 000 euros qui seront mis pour l'entretien du lac. Et enfin, le dernier exemple, il s'agit du développement du réseau de location de vélos pour un montant de 40 000 euros. Il s'agit des vélos en libre service qui devraient se déployer durant l'année 2021 sur l'ensemble du territoire de la ville de Divonne-les-Bains pour relier à la fois le centre-ville et les hameaux. Sur le chapitre suivant, le 012, qui est le chapitre de charges de personnel, nous sommes sur un montant arrêté à 6 987 000 euros. Donc on voit qu'il y a une stabilité dans les charges de personnel par rapport au budget primitif 2020. Il y a la réintégration du service communication qui est compris dans ce montant et le poste de chargé de concertation que nous avons validé au conseil municipal du début de ce mois. Sur le chapitre 014 de l'atténuation de produits, donc il y a un reversement de la taxe de séjour à l'office de tourisme à hauteur de 250 000 euros, le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants à hauteur de 35 000 euros, et les fonds de péréquation horizontaux, c'est-à-dire ce que la commune reverse à l'État en tant que commune riche pour le fonds de solidarité que l'État a mis en place il y a à peu près maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, et qui abonde les communes qui sont en difficulté financière. Donc le FNJR, c'est 1 228 672 euros tous les ans que la commune doit reverser depuis maintenant 2014. Et le FPIC, c'est 320 000 euros pour cette année. Donc on est sur une atténuation des produits sur ce chapitre à un montant de 1 853 675 euros, un peu moins élevé que 2020 au regard de l'évolution de la taxe de séjour. Sur les autres charges de gestion courantes, il
il s'agit des participations au budget annexe à hauteur de 2 403 644 €, l'indemnité des élus à hauteur de 190 000 € environ, la contribution au service incendie à hauteur de 213 000 €, une subvention au CCAS à hauteur de 140 900 €, une participation à l'OGEC pour le Jeanne d'Arc à hauteur de 117 900 €, la subvention ou les subventions aux associations pour un montant de 316 629 € et la participation à l'EPIC Office de tourisme à hauteur de 415 000 € qui correspond à la subvention que la collectivité verse chaque année à l'Office de tourisme. Nous arrivons donc à un montant du chapitre 65 de 3 822 303 € en baisse par rapport à 2020. On a essayé de répartir en tout cas les subventions attribuées par secteur. Donc nous avons quasiment 73 000 € qui vont aux associations de sport, enfin au sport et aux associations, 130 000 € qui vont aux scolaires, dont une grosse partie qui va à l'OGEC pour quasiment 118 000 €, 10 545 € qui va aux associations à caractère social, 100 584 € aux associations culturelles et 5 000 € aux travaux et cadres de vie. Et à ce chapitre 60, en tout cas à ces sommes, il faut ajouter les 100 000 € du fonds d'aide exceptionnelle aux associations que nous avons décidé de mettre en place pour aider les associations qui en font le besoin, enfin qui ont exprimé le besoin et qui ont eu des frais supplémentaires engendrés pour la gestion du Covid dans l'activité de leur association. Et c'est un montant qui est arrêté à 100 000 €. On a aujourd'hui reçu, il y a 50 000 € globalement qui ont été attribués ou qui vont être attribués dans ce projet de budget 2021. Ce que je vous proposerai, c'est de garder les 50 000 € restants pour les reporter sur 2022, parce qu'on sait que l'année 2021 est une année compliquée pour la vie des associations. Elles ne peuvent pas exercer l'ensemble de leurs activités comme elles ont pu le faire en 2019, et on proposera aux associations à nouveau ce dispositif l'année prochaine. Sur les dépenses de fonctionnement, nous sommes également sur les charges financières à hauteur de 521 379 €, avec le remboursement des intérêts de la dette à 498 000 € et de la charge de l'éclairage public à hauteur de 39 000 €. Les charges exceptionnelles qui sont la subvention d'équilibre au budget des termes, la subvention d'équilibre au budget de l'eau et le fonds d'aide aux associations pour un montant de 428 000 €. Des provisions à hauteur de 400 000 €, c'est pour les contentieux, notamment le contentieux avec Valvital. Des dépenses imprévues, enfin, à hauteur de 33 180 €. Ce qui nous permet de virer à la section d'investissement à peu près 750 000 € au BP 2021 et ensuite d'avoir 784 000 € de dotation aux amortissements qui seront également inscrits dans le budget d'investissement. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est des recettes maintenant de fonctionnement, on est sur des recettes qui sont de l'ordre de 20 756 162 €, donc le budget de fonctionnement est équilibré, avec des atténuations de charges qui correspondent au remboursement du traitement des agents communaux en absence de maladie pour 25 000 €, 946 547 € de produits de service. Donc il s'agit d'une part de la redevance d'occupation du domaine public à hauteur de 63 500 €. C'est notamment la redevance de l'école Jeanne d'Arc, c'est la redevance du réseau Orange sur le territoire, des redevances culturelles à hauteur de 13 000 €, c'est la médiathèque, des redevances scolaires et périscolaires à hauteur de 731 000 €, il s'agit de la cantine et du transport, les concessions au cimetière à 12 000 € et la mise à disposition de la police municipale aux communes de Grilly et aux communes de Vezancy, à hauteur de 19 000 €. Les recettes de fonctionnement, évidemment, la plus grosse partie est constituée par les impôts directs locaux à hauteur de 9 500 000 € environ, avec une évolution cette année sur le taux de taxe foncière, parce que je vous le rappelle, le foncier bâti. La commune conserve son taux, vient s'additionner à ce taux le taux du département, parce
puisque le mécanisme de compensation de la diminution de la disparition de la taxe d'habitation pour les communes est en vigueur dès cette année. Donc en fait, il n'y a pas d'augmentation du taux décidé par la collectivité. En tout cas, c'est une addition des deux taux, communal et départemental, qui sera en œuvre dès cette année. On a comme autre recette de fonctionnement le produit de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire à hauteur de 1,4 million d'euros, l'estimation du produit sur la taxe d'habitation sur les logements vacants à hauteur de 200 000 euros. Sur les taxes d'habitation, on continue nous à toucher directement donc ce qui relève de la résidence secondaire et des logements vacants. On a une attribution de compensation de la CAPG à hauteur de 940 000 euros, ce qui correspond à la compensation du transfert de compétences à l'agglomération, de certaines compétences, des droits de place, notamment les marchés, les food trucks, à hauteur de 166 000 euros, de la taxe sur la consommation finale d'énergie à hauteur de 290 000 euros, de la taxe de séjour à hauteur de 250 000 euros, le prélèvement sur le produit des jeux, comme je vous l'ai indiqué en propos liminaire, à hauteur de 3 800 000 euros, soit 9/12 de l'année 2019, et la taxe additionnelle au droit de mutation à hauteur de 1 200 000 euros. Les autres recettes de fonctionnement, il s'agit aussi de dotations, de subventions et de participation. Donc la dotation globale de fonctionnement, c'est ce que nous reverse l'État, à peu près 61 000 euros. Le FCTVA à hauteur de 83 000 euros. Le reversement de la participation de la commune de Grilly au fonctionnement, aux élèves qui sont scolarisés dans les écoles de Divonne-les-Bains à hauteur de 72 000 euros. La compensation financière genevoise à hauteur de quasiment 2,6 millions. Je rappelle, on a une augmentation du montant de la compensation financière genevoise, mais on a une diminution du nombre de frontaliers sur la commune à hauteur d'un peu plus de 100 frontaliers. Donc il va falloir qu'on regarde bien ce mécanisme ou cette évolution de la compensation financière genevoise, parce que cela peut avoir dès les prochains exercices budgétaires un vrai impact sur notre budget. Et enfin, les compensations des pertes de l'État à hauteur de 400 000 euros. C'est ce que j'expliquais également en propos introductif. Il s'agit de la fin de la compensation de l'année 2020. Et ce n'est pas du tout la prévision de la compensation 2021. Elle n'a pas été prévue dans ce budget primitif. Toujours en recette de fonctionnement, nous avons le revenu des immeubles. C'est notamment les logements qui sont loués par la collectivité et la gendarmerie. Un excédent du budget annexe des baux et les produits de gestion courante, c'est notamment la part salariale des tickets restaurants qui reprend des recettes à hauteur de 342 000 euros, c'est au chapitre 75. Et enfin, un des derniers chapitres des recettes, il s'agit du versement des dividendes, parce qu'on est actionnaire d'une société qui nous reverse 500 euros chaque année. Et enfin, le remboursement d'avoirs et d'assurance à hauteur de 25 000 euros sur l'année 2021. Donc on le voit, les recettes de fonctionnement correspondent en fait à notre dynamique fiscale, au nombre de frontaliers, ou en tout cas à la compensation que nous avons sur la commune. Il faut avoir une vigilance dans les exercices budgétaires à venir sur les recettes de fonctionnement, notamment sur le produit des jeux, sur l'évolution de la fiscalité, en tout cas les impacts de la fiscalité sur le bâti, parce qu'on perd une dynamique sur la taxe d'habitation. Je l'ai expliqué au moment du rapport d'orientation budgétaire. Et puis une vigilance sur la compensation financière genevoise, parce qu'on peut avoir dans le courant de ce mandat une évolution assez forte du nombre de frontaliers eu égard à l'augmentation ou à l'évolution du taux de chômage sur le genevois français. Pour la section d'investissement, donc on est sur un budget d'investissement qui s'équilibre à 2 644 826 euros, avec 1 300 000 euros de remboursement de la dette et 500 000 euros d'opérations financières supplémentaires, notamment des subventions d'équipement, des opérations patrimoniales. Nous avons ensuite des acquisitions de matériel, de logiciels, d'installation. Il y a notamment du matériel informatique, des plantations, du matériel pour que la collectivité puisse fonctionner à hauteur de 186 000 euros, 53 000 euros pour l'entretien des écoles, à la fois des écoles communales, mais également des écoles mises à disposition de Jeanne d'Arc, des travaux de rénovation à la médiathèque,
Un travail 300 000 euros prévu sur les réseaux, c'est la poursuite du PPP sur l'éclairage public, les travaux liés à la contrat de performance énergétique liés au PPP et l'extension des réseaux publics et RDF et de la mise en souterrain d'une partie des réseaux. Sur la voirie et la mobilité, nous avons un montant de 300 000 euros avec l'augmentation du marché à bon de commande, le marché à bon de commande voirie et la maîtrise d'œuvre pour les travaux de la Grande Rue, dont le travail de la maîtrise d'œuvre devrait être choisi, j'imagine, aussi dans le courant du mois d'avril pour travailler sur un projet dans le courant de cette année 2021. Et enfin, sur le foncier, nous sommes à 56 000 euros environ, qui correspond à des remboursements des annuités et aux frais de cession que nous avons régulièrement. En recettes d'investissement, donc nous avons d'une part le virement de la section d'investissement du budget de fonctionnement et d'autre part l'amortissement aux immobilisations. Nous avons ensuite un PUP qui vient à hauteur de 148 000 euros qui augmente nos recettes d'investissement, de la taxe d'aménagement à hauteur de 250 000 euros, le FCTVA à hauteur de 550 000 euros, une subvention pour la pompe à chaleur de la maison de santé à hauteur de quasiment 39 000 euros et des amendes de police à hauteur de 65 000 euros. On arrive à un budget de recettes d'investissement de 2 644 826 euros, ce qui correspond aux dépenses d'investissement. Je vous propose qu'on présente aussi les budgets annexes et qu'ensuite on fasse un débat sur le tout, ça vous convient? Parfait. Donc sur le budget annexe, le premier c'est le budget annexe du CCAD, donc du Centre culturel et d'animation. Donc le total de dépenses de fonctionnement est arrêté à 1 172 069 euros. Il comprend notamment les coûts d'entretien du bâtiment, la saison culturelle, les saisons de personnel pour 755 069 euros. Le remboursement de la dette et de la billetterie pour 54 500 euros environ et un virement à la section d'investissement pour à peu près 360 000 euros. Les recettes de fonctionnement du budget primitif du CCAD s'arrêtent à 1 172 069 euros avec notamment la subvention en grande partie du budget primitif de la ville sur ce budget annexe. En dépenses d'investissement, les budgets sont équilibrés à 359 503 euros, qui correspond au virement de la section, en partie de la section de fonctionnement et à l'emprunt du capital. Il y a des travaux, j'ai oublié de préciser que dans les dépenses d'équipement, il y avait également des travaux qui sont prévus à l'esplanade du lac. Notamment dans le hall, on pourra vous le détailler par la suite. Sur le budget annexe du quartier de la Gare, donc on a des budgets en fonctionnement qui sont équilibrés à 602 254 euros, avec dans les dépenses de gestion courante des frais de portage de l'EPF, de l'entretien et des charges des bâtiments qui sont loués, et dans les dépenses d'ordre de fonctionnement, des virements à la section d'investissement aux amortissements à hauteur de 468 000 euros. Dans les recettes, nous avons la subvention d'équilibre et les revenus des locations des bâtiments que nous louons sur le quartier de la Gare. En termes de dépenses d'investissement, nous avons pour l'année 2021 uniquement des dépenses financières à hauteur de 468 000 euros qui correspondent au remboursement des annuités des portages des biens que nous avons sur le quartier de la Gare et qui sont compensés par les recettes liées au virement de la section de fonctionnement. Sur le budget annexe des bois et forêts, donc nous avons des budgets équilibrés en fonctionnement à hauteur de 60 488 euros, avec des charges, des dépenses de gestion courante qui sont des frais d'entretien et de gardiennage de la forêt à hauteur de 49 561 euros et des amortissements à hauteur de 10 927 euros. Les recettes sont liées à la vente des bois à hauteur de 60 488 euros. Et en dépenses d'investissement, les budgets sont équilibrés à hauteur de 27 848 euros. Il s'agit en partie à un avenant pour les travaux de la CABUS et un programme d'investissement porté par l'ONF en 2021. Et en recettes,
à une subvention de la région à hauteur de 16 921 € et aux amortissements transférés de la section de fonctionnement à hauteur de 10 927 €. Pour le budget baux et concessions, donc le budget de fonctionnement est équilibré pour un montant de 63 734 €, en dépenses de gestion courante à hauteur de 43 000 € qui correspond à la subvention du budget principal de la ville, on l'a vu tout à l'heure, à hauteur de 33 450 €, et de l'entretien de bâtiments. Et en dépenses d'ordre de fonctionnement, il s'agit de la dotation aux amortissements à hauteur de 20 704 €. Et en recettes de gestion courante, il y a les produits de la redevance, c'est-à-dire de la poste, du camping et de Joyce Club, c'est le mini-golf, à hauteur de 63 734 €. Le budget d'investissement est lui équilibré à hauteur de 20 704 €. C'est pour les dépenses des provisions pour les travaux qui sont équilibrées en recettes par les amortissements, les montants que je vous ai dit tout à l'heure. Pour le budget annexe des activités de loisirs équestres, golf et hippodrome, nous avons un budget équilibré en fonctionnement à hauteur de 306 425 €, des dépenses de gestion courante à hauteur de 230 000 € qui correspondent au marché que nous avons passé au dernier conseil municipal, des dépenses d'ordre de fonctionnement à hauteur de 76 350 € qui correspondent aux amortissements, et des recettes de gestion courante qui correspondent à la participation du budget principal et aux redevances et à la redevance du centre équestre, et qui équilibre l'ensemble de ce budget de fonctionnement à hauteur de 306 425 €. En budget d'investissement, le montant est arrêté à 76 350 €. En dépenses, il s'agit de provisions, et en recettes, il s'agit des amortissements transférés de la section de fonctionnement. Sur le budget annexe de l'établissement thermal, on est sur un budget arrêté en dépenses en fonctionnement à 2 millions d'euros, 1 828 000 € qui correspond à des dépenses d'exploitation, et une dépense d'ordre de fonctionnement à hauteur de 72 000 € qui correspond à l'amortissement. Et en recettes, donc des recettes qui sont liées à l'activité des curistes estimées à 1 700 000 €, avec une subvention d'équilibre du budget principal sur ce budget annexe à hauteur de 300 000 €. En budget d'investissement, nous sommes à un budget de 222 000 € qui correspondent à des travaux dans l'établissement thermal. Sur le budget annexe de la piscine et de la plage, donc le budget de fonctionnement est arrêté à 819 250 €. La dépense principale correspond au marché de la piscine à hauteur d'un peu plus de 728 000 €. On a 85 000 € à peu près d'amortissement qui sont virés à l'investissement. Ensuite, les recettes de gestion courante de ce budget sont liées d'une part à la subvention d'équilibre du budget primitif et à la billetterie de la piscine. Dans le budget investissement, il y a 84 000 € qui financent en fait de la provision de travaux et qui sont équilibrés par les amortissements de la section de fonctionnement. Et enfin, le dernier budget annexe, qui est le budget eau minérale, qui est équilibré en section de fonctionnement à 23 818 €, avec 10 000 € de gestion courante et 13 818 € d'amortissement. Dans les recettes, il y a la subvention d'équilibre à hauteur de 10 000 € et des écritures d'amortissement. Et en budget d'investissement, on retrouve les 13 818 € virés de la section de fonctionnement sur la section investissement. Voilà pour la présentation des différents budgets primitifs, du budget principal de la ville et des budgets annexes. On est sur une présentation qu'on avait déjà faite en commission finance. Je vous rappelle, avec un investissement sur ces différents budgets primitifs qui est arrêté à hauteur de 2 400 000 € ce soir. C'est un budget qui nous permet de lancer des travaux, notamment les travaux de voirie, certains travaux de voirie, qui nous permet de lancer les travaux de la Grande Rue, notamment sur la part études,
qui nous permet également de poursuivre le désendettement de la collectivité et de lancer une partie des actions que nous avons proposées dans le cadre de notre programme et qui a été discutée dans le cadre des différentes commissions. Je le redis, ce budget il a été construit sans compensation de l'État sur la diminution de la perte du produit des jeux, en faisant aussi le pari que les casinos ouvriront dans une période relativement courte et qu'il y aura aussi un effet de rattrapage qui pourra concerner l'établissement de jeu, comme cela s'est passé lors de la réouverture du casino en 2020, où les chiffres des mois d'été ont été des chiffres plutôt bons, et donc on a essayé de prévoir en fait le montant du produit des jeux sur 2021. Et je vous le redis, on a essayé d'avoir un budget qui nous permette de poursuivre les investissements nécessaires à la ville, à la fois dans le domaine économique, dans le domaine touristique, mais également dans le domaine de la vie courante des Divonnais, sur les écoles, sur les travaux de voirie, et également qui nous permettent d'imaginer un avenir de sortie de crise qui sera important pour la dynamique de l'ensemble de notre cité thermale, avec l'importance de pouvoir accompagner la reprise économique qui est importante pour faire vivre la ville de Divonne-les-Bains. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous présenter ce soir pour le budget principal et les budgets annexes de la ville. J'imagine qu'il y a des questions, donc je suis tout à fait prêt à y répondre. Qui a des questions ou des remarques? Jean-Louis Guel, pour commencer. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, Divonne pour vous ne votera pas en faveur de ce budget 2021 pour les motifs suivants. D'une façon générale, nous persistons à dire qu'il n'y a pas d'évolution notable vers une méthode de travail participative entre majorité et minorité. Si de prime abord nous avions escompté que nous pourrions représenter une minorité participative, il est avéré aujourd'hui que le rôle de la minorité est ramené à sa plus simple expression, celui d'un alibi de démocratie participative. Nous ne souhaitons pas débattre de ce sujet ce soir, mais il fallait que ce soit exprimé clairement. À la suite de la mise en place de ce conseil et des premières commissions auxquelles nous avons assisté, le maître mot de votre méthode, qui se répétait à chacune de nos réunions, était la feuille de route du maire. Feuille de route devant se décliner pour chacune des thématiques choisies en commission. Qu'en est-il de cette feuille de route? Qui devait nous permettre, tel un plan stratégique, de discerner les étapes futures, mais surtout la vision, votre vision, pour Divonne-les-Bains de demain? Que de temps perdu, de discussions inutiles, pour aboutir à un budget dans lequel aucune référence à cette feuille de route ne figure. Nous avons réclamé à maintes reprises que les déclinaisons de cette feuille de route se structurent de façon précise et chiffrée, afin qu'elles puissent faire l'objet d'un référencement dans ce budget. Vous comprendrez donc que sans perspective claire à l'échéance de la fin de cette mandature, nous ne pouvons valider et voter ce budget de début de mandat. Merci. Très bien. J'entends, je note vos propos sur la feuille de route. Je crois que vous avez assisté à la dernière commission finance sur laquelle on a travaillé en tout cas sur une synthèse des travaux qui ont été faits par les commissions. Le calendrier est un calendrier qui s'est étalé par rapport à mes propres ambitions, en tout cas celles que j'avais proposées à ce conseil municipal, mais qui est aussi un calendrier qui prend en compte la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que cette crise sanitaire elle a forcément des impacts économiques et elle aura des impacts sur les investissements que la commune pourra réaliser dans les années qui viennent. Et je l'ai redit, je souhaite que, en tout cas à titre personnel, en tout cas en tant que maire, je puisse être jugé sur la mise en œuvre de cette feuille de route, et en tout cas sur le suivi de cette feuille de route. Donc je souhaite proposer une feuille de route qui soit crédible aux Divonnais, et donc c'est pour ça que nous prenons le temps de mettre en œuvre cette feuille de route. Et ce budget, il reprend certaines des actions qui sont déjà contenues dans les feuilles de route, notamment Citergy, cette démarche. Elle faisait partie, je crois, des échanges qui ont eu lieu dans la commission Trémode, et que vous avez souhaité, en tout cas que les commissaires de cette commission ont souhaité voir figurer dans la feuille de route. Je crois que l'augmentation des travaux liés à la voirie sont également des sujets qui sont portés
dans les travaux qui ont découlé des commissions sur la feuille de route. Voilà, c'est les deux exemples qui me viennent. On pourra en citer d'autres. Et je prends note que vous ne voterez pas le budget ce soir. Je crois qu'Anne-Valérie s'est dit. Oui, alors moi j'ai une petite question parce que j'ai dû la poser, je pense. Pardon. J'ai dû la poser en commission de travaux. Daniel, je m'excuse, je ne me souviens plus. Est-ce que dans les travaux de rénovation des bâtiments est prévue la rénovation de la façade de l'office de tourisme? Sincèrement, je ne me souviens plus de la réponse que vous avez dû me donner, donc je me permets de reposer la question. Alors, vous m'entendez là? Dans le budget d'entretien des bâtiments, c'est un budget qui est généraliste. Il n'y a aucune dépense tracée à ce jour, mais la façade de l'office fait partie des priorités que nous pouvons avoir. C'est à travailler avec les services municipaux et avec la commission. Effectivement, on avait parlé de ce projet-là, mais rien n'a été décidé ni acté. Il y a encore peut-être un volet isolation, peut-être à regarder aussi, une demande de subvention à mettre en place. On en est là, voilà. Okay. Parce que avant de vous évoquer les quelques points qui font que je ne voterai pas non plus ce budget ce soir, je reviens concrètement à cet exemple-là pour rebondir sur ce que dit Jean-Louis Guel. Moi, j'ai 3 commissions en tête auxquelles je participe. J'ai pas vu, en tout cas, une feuille de route telle qu'elle nous avait été présentée, monsieur le maire, à un moment, qui était en gros une idée, une action, un calendrier, un budget. J'en ai pas vu une complète avec ces 3 notions et ça fait, je pense, maintenant 6 mois qu'on est dessus dans différentes commissions, j'en ai pas vu une. Et là, concrètement, cet exemple de la façade de l'office de tourisme, c'est quand même malheureux en mars 2021, quand on vote un budget, qu'on dise, bah, oui, on rénove la façade et ça nous coûte tant et on le fait en 2022, en 2023. Non, on ne le fait pas. Voilà. Typiquement, pour moi, ça c'est quelque chose qui doit figurer dans une feuille de route, et alors que ça n'a pas figuré dans la feuille de route tourisme, ça c'est normal, mais visiblement pas dans la feuille de route travaux non plus. Donc c'était l'un ou l'autre, et pour moi ça veut dire vraiment, et ça a été demandé, et à titre personnel, ça doit faire 7 ans que je le demande, et on m'avait même proposé de prendre le pinceau si c'était pas ça pouvait pas être fait à l'époque, tout le monde avait bien rigolé. Mais concrètement, voilà, moi ça me pose un problème, et je pense que Divonne ville touristique, c'est essentiel qu'on refasse la façade, c'est la première chose que les touristes voient. Donc pour moi ça c'est essentiel. Et les 2 autres points que je voudrais partager avec vous, alors je les ai déjà partagés en commission finance et en commission, enfin les commissions auxquelles ça se rapporte. On a, c'est sûr, une lettre de cadrage que vous avez formulée, monsieur le maire, avec une réduction des subventions de 5% aux associations. Aujourd'hui, on a une subvention du CCAS qui passe de 150 000 € sur 2020 à 141 900 € pour 2021. Je l'ai déjà partagé avec vous en commission, mais je trouve vraiment que s'il y a une subvention qui n'aurait pas dû diminuer, si elle ne pouvait pas augmenter à cause des recettes qui m'ont diminué de la commune, c'était vraiment celle du CCAS. D'abord parce que le CCAS, ils font un travail, et c'est peut-être vraiment le service qui a dû être sollicité beaucoup plus avec le scolaire dans leur quotidien par rapport au Covid, parce qu'ils ont passé des coups de fil, ils se sont occupés certainement de plus de familles, dans certainement un caractère reflétant plus d'urgence. Du coup, cette diminution du budget du CCAS, et je sais, monsieur le maire, que vous allez me dire qu'il y a un excédent, un budget excédentaire qui va être réaffecté, mais néanmoins, il y avait certainement des choses que le CCAS aurait pu faire pour améliorer ou développer des actions qui sont en cours depuis plusieurs années. Et là, il va falloir simplement, entre guillemets, éteindre des feux, parce qu'on va se retrouver, et j'espère qu'on sortira de cette crise du Covid, dans une situation où il va y avoir des familles qui vont tomber dans une nouvelle précarité, ou malheureusement des nouvelles familles de Divonne qui ne connaissent pas de situation difficile. Le CCAS va être, permettez-moi l'expression, pressé comme un citron, et il y a, non seulement il n'y a pas autant d'argent, mais il y en aura même moins. Et je trouve que moi je suis ravie que les subventions soient données à toutes les assos, culture, sportive, les écoles, etc. Et ça c'est normal.
Mais je pense qu'un budget aurait dû être maintenu, c'est vraiment celui-là, et je le regrette parce que, hormis le travail super qui est fait par les agents du CCAS, ce soir, j'espère ne pas être la seule à réagir sur ce sujet, mais en tout cas, si je suis la seule, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage, même si on est en période de restriction budgétaire. Mon deuxième point, nous avons vu en commission finance que 140 000 € entre guillemets d'études vont être affectés, 100 000 qui sont prévus pour une étude par rapport à la rénovation de la piscine. J'en suis complètement ravie. Et puis 40 000 € qui seront affectés pour travailler sur un projet pour l'aménagement d'une zone qui irait du City Stade jusqu'à l'ancienne douane. Ce que je regrette, cette somme, alors 40 000 € c'est pas rien, et avec ce que je vous ai dit avant, j'aurais préféré que en tout cas la moitié de ces 40 000 € soit affectée au CCAS. Mais la raison, enfin ce qui me gêne dans cette façon de faire, c'est que il n'y a aucun besoin vraiment n'a été identifié d'aménagement de cette zone qui est quand même gigantesque, qui fait la moitié du lac, et on décide quand même de donner mandat pour étudier un projet. Et je pense qu'en fait, il faut identifier des besoins, et une fois qu'on a identifié qu'on veut aménager une zone, alors je ne parle pas d'un aménagement évidemment d'habitation, etc., c'est un aménagement où diverses choses peuvent se passer sur cette zone. Je regrette en fait qu'on réponde parce qu'il y a un projet, on dépense de l'argent public, qui n'est pas le nôtre, je vous le rappelle, pour voir si en fait ce projet est intéressant ou pas. Le projet il nous a été présenté en commission, c'est un très beau projet, c'est ambitieux. Je ne suis pas certaine que ce soit la priorité pour Divonne de dépenser 40 000 € d'argent public pour voir si on fait quelque chose ou pas sur cette zone. Et comme je vous l'ai dit en commission finance, j'aurais préféré dépenser un peu plus pour l'étude par exemple de la piscine, puisque là je pense qu'il y a une urgence et que les Divonnais réclament tous d'avoir une piscine rénovée. Et du coup, le point donc, sur la façade de l'office de tourisme, je l'ai partagé avec vous. Ce que je regrette aussi, mais c'était, je pense, enfin, ça fait aussi plusieurs années que je le regrette dans les budgets. Aujourd'hui, on a un très beau marché à Divonne. On y a mis des moyens en termes de sécurité sur la précédente mandature avec l'installation des bornes. Ça a coûté de l'argent. Entre les normes, j'allais dire, des règlements du marché et les normes sanitaires liées au Covid, il y a quand même un gros travail et beaucoup de dépenses qui ont été faites. Et je me demande quand est-ce qu'on va budgéter l'embauche d'un placier, parce que je pense qu'aujourd'hui, Divonne, on a un marché, on peut en être fier. Et je crois qu'aujourd'hui, notre police municipale, elle devrait être affectée à d'autres missions qu'à courir sur le marché du dimanche 6h jusqu'au dimanche 16h, en plaçant les gens, en vérifiant que celui qui vend des tomates, il ne dépasse pas ses clous, en respectant la sécurité, en allant mettre des PV. Et j'aimerais bien que sur un prochain budget, on puisse vraiment avoir, bon là j'ai vu qu'on a quand même des embauches de prévues, et certainement qu'il y a des postes qui sont nécessaires. Par exemple à la communication, moi je suis pour. Je pense que si on veut avoir des marchés vraiment qui se développent, il faut qu'il y ait un placier, c'est un métier, et c'est quelqu'un qui fait ça tout le temps. Et je pense que ça va être nécessaire pour notre ville. Et je termine puisque on n'en parle pas ce soir, étant donné que c'est une dépense qui sera affectée sur le budget supplémentaire 2021. Je vous ai sollicité, monsieur le maire, par écrit, et j'aimerais recevoir dans les prochaines semaines les explications aussi bien sur le contenu des travaux que sur l'aspect financier de ce qui est prévu comme réalisation sur le chemin de la Toupe. Je sais qu'on en parlera. Il y a déjà 20 000 € qui ont été affectés, donc dépensés pour la maîtrise d'œuvre. Et j'aimerais bien, pour pouvoir comprendre, que je puisse recevoir des réponses à mes questions, afin qu'on puisse peut-être échanger lors d'un prochain conseil municipal, parce que c'est un sujet qui est important et c'est une dépense aussi de l'argent public. Merci. Je me permets d'apporter, peut-être Véronique? Non, je voulais je vais vous apporter quelques réponses sur le chemin de la Toupe. Comme je vous l'ai dit en commission finance la semaine dernière, vous aurez une réponse écrite qui vous détaillera l'ensemble des dépenses qui sont prévues, et je pense que ça fera l'objet de discussion soit en commission, soit à ce conseil, au moment du vote sur le budget supplémentaire. Sur la sécurité du marché et sur la gestion du marché, on partage la même idée. Et ça fait un moment qu'on travaille avec les services de la ville, avec la police municipale, pour dissocier deux choses.
le rôle de l'organisation du marché et le rôle de la sécurité sur le marché, qui sont deux éléments, deux tâches qui sont différentes. Cette sécurité, en tout cas cette organisation de la police municipale, elle doit aussi passer par une modification de la présence de la police municipale sur l'ensemble de la ville. On l'a proposé en souhaitant élargir les horaires de présence de la police municipale. Il y a un travail qui se fait aujourd'hui avec la Direction Générale des Services pour travailler là-dessus, établir aussi l'état des besoins, parce que on a une police municipale qui est quand même présente tous les jours de 8h à midi, de 8h à minuit, qui est présente le samedi et le dimanche. C'est, je crois, la police municipale la plus présente sur l'ensemble des territoires des communes du pays de Gex. Elle a même vocation, un peu de temps en temps, à même remplacer la gendarmerie sur certains sujets. Donc leur demander plus, en tout cas avec les 9 agents présents, c'est compliqué. Parce qu'il y a des temps de pause à respecter, parce qu'il y a un rythme de travail à respecter. Donc si on veut élargir la présence des horaires, ça voudra dire, a priori, des embauches supplémentaires de police municipale. Il faut qu'on les budgète, c'est tout le travail de la commission finance. Et dans le cadre de cette réflexion, il faudra également voir l'organisation du marché et notamment l'organisation du rôle du placier. Je rappelle qu'à l'époque, il y a un agent de la police municipale qui a été engagé pour faire ce rôle de placier. Aujourd'hui, les tâches de la police municipale évoluent, la gestion, j'allais dire, des sujets de sécurité n'est plus la même qu'il y a 5 ou 6 ans, pour toute une série de raisons. Un accroissement de la petite délinquance ou des petites incivilités, un accroissement des cambriolages, une réorganisation du rôle de la gendarmerie, une réorganisation du marché aussi qui a un rôle un peu différent. Donc oui, c'est un sujet sur la table. Je ne suis pas certain, en tout cas, qu'on arrive à apporter une réponse dès cette année, parce que je pense qu'il y a un travail un peu long qui doit se faire avec l'ensemble des agents de la collectivité qui sont concernés. Mais j'imagine qu'à partir de 2022, on arrivera à implémenter cette nouvelle solution. Je pense que vous aurez l'occasion d'en parler en CPFM, en groupe marché, enfin, dans toutes les instances qui touchent au sujet du marché. Sur les études, je crois qu'on est encore cette année, pour partie dans notre budget, dans une phase d'études préalable à une phase de travaux. Vous avez parlé de la piscine. Je crois que quand on a arrêté le budget de la piscine et de déplacement d'établissements thermales au bord du lac, les débats que nous avons eus, en tout cas, ont permis de réaffirmer notre position, qui était de dire le projet de la piscine, on ne le fait plus tel qu'il était pensé. Et ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de projet sur la piscine. Des projets de rénovation, des projets d'extension. Et c'est ce cahier des charges en fait, qu'on doit aujourd'hui écrire, de manière à pouvoir, dans l'année 2022, lancer une recherche de partenariat dans la rénovation du centre nautique, en sachant qu'on a un projet quand même un peu différent sur le bâtiment du nautique, dont on souhaite, et ça fait partie aussi de ces études qui seront lancées cette année, on souhaite réhabiliter le bâtiment du nautique pour en faire un espace de réunion, un espace de convivialité à destination également des Divonnais. Et c'est le même travail qui doit se faire sur la partie hippodrome. Je pense qu'on a besoin de préparer la sortie de crise. C'est-à-dire que la ville doit redevenir ou être un moteur de développement économique de l'ensemble de notre territoire. Et l'hippodrome, aujourd'hui, peut ou présente des conditions qui pourraient être, s'il se développait, un de ces moteurs du développement économique, comme l'accueil de nouveaux hôtels, comme l'accueil de commerces supplémentaires à travers le quartier de la gare, comme la valorisation de notre espace public. Et pour ça, on a vu plusieurs projets. Je crois qu'il y en a un qui a été présenté en commission. L'idée, c'est de voir si les projets portés à l'intérieur de ce projet sont réalisables ou pas, et sous quel format ils peuvent être réalisables. Moi, je ne souhaite pas qu'on ne fasse rien sur l'hippodrome. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a de l'investissement qui doit se faire pour la vie quotidienne des Divonnais. C'est sur les équipements scolaires, sur les équipements culturels, sur les équipements de voirie, sur toute une série d'équipements qui permet de bien vivre à Divonne-les-Bains. Mais à côté de ça, il faut qu'on continue nos investissements sur le développement économique et le développement touristique. Et l'hippodrome fait partie des enjeux ou des sites à enjeux pour moi, comme l'est également le Tour du Lac, comme l'est également l'accompagnement de la rénovation des équipements hôteliers de la ville, ou, c'est ironique pour en dire quelques mots, de l'établissement thermal. Donc cette étude, elle vise aussi à nous accompagner et à déterminer nos choix. Peut-être
que les choix, ce ne seront pas des choix à court terme. Peut-être qu'il y aura certains choix à court terme, peut-être que ce sera plus du moyen ou du long terme. C'est cette étude qui nous permettra de faire et d'asseoir nos choix. Sur le CCAS, on a déjà eu cet échange à plusieurs reprises. La diminution de la subvention du CCAS est à mettre aussi en regard du résultat du CCAS aujourd'hui, où la trésorerie du CCAS est de l'ordre de 65 000 € et qui va permettre de répondre à une urgence et à des besoins spécifiques. Je rappelle que nous allons voter un budget supplémentaire également dans 2 mois. S'il y a une explosion des cas de demande, en tout cas des choix qui sont faits en termes de portage politique ou de nouvelles actions politiques, on abondera au budget du CCAS autant que de besoin. Je crois que la conséquence de la crise sanitaire que nous vivons, l'accompagnement que nous avons fait jusqu'à maintenant et que nous devrons faire demain, il passera par des actions fortes de la part de notre CCAS, mais pas que de la part du CCAS. Je pense qu'il faudra se poser la question aussi de l'accompagnement des associations. Aussi, on commence à avoir les premiers résultats de la campagne des Restaurants du Cœur, on commence à avoir les premiers résultats des associations du vestiaire et autres, à Divonne, mais également à l'échelle du pays de Gex, et on voit que la pression, en tout cas, elle retombe aujourd'hui plus sur ces associations, en tout cas les premiers chiffres qu'on a, sur ces associations que sur les CCAS, en termes de demande d'accompagnement. Donc je pense que les choses vont évoluer dans les mois qui viennent, vont évoluer durant l'année 2021, et je pense qu'il y a un effort qui pourrait être fait au BS, mais je pense que l'effort, à mon avis, important, il va être à faire à partir de 2022, cette fin d'année 2022. Parce que c'est à ce moment-là, on peut l'espérer, on sera sorti du contexte sanitaire complexe qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, il y aura, à mon avis, une reprise économique et des gens, comme vous l'avez dit Anne-Valérie, qui vont se retrouver en difficulté parce que sans emploi, parce que la reprise ne sera pas totale. On sait qu'on a dans les 20% de chômeurs en plus sur Genevois français aujourd'hui, une grande part de ces chômeurs qui sont des emplois issus de la restauration et de l'hôtellerie. On sait aussi que c'est des emplois liés à des blanchisseries industrielles, enfin tout ce qui fait vivre la restauration et l'hôtellerie. On sait aujourd'hui que c'est des emplois qui ne sont pas non plus extrêmement bien payés, même s'ils sont en Suisse. Et que demain, c'est des personnes qui vont se retrouver au chômage, ou qui sont au chômage aujourd'hui sans forcément retrouver de l'emploi, et dont les droits vont s'éteindre petit à petit, et qui vont se retrouver à vivre dans le pays de Gex avec des salaires qui ne leur permettront peut-être plus d'assumer leur logement, leur train de vie et autres. Donc aujourd'hui, il y a encore des amortisseurs proposés par l'État qui permettent de ne pas entrer totalement dans cette crise-là. Je pense qu'on verra, à mon avis, au dernier trimestre de cette année et au début de l'année prochaine, les conséquences de cette crise. Mais on surveille ça de très très près avec Patricia Lotte et le service social, parce que on doit ajuster nous aussi notre accompagnement financier sur les aides qui sont mises en place par le CCAS. Je me permets juste de rajouter, vous l'avez dit, c'est le CCAS, en plus de son action quotidienne, j'allais dire directe auprès des Divonnais dans le besoin, subventionne aussi ces associations qui au final fonctionnent parce que les pouvoirs publics soit sont inexistants, soit sont défaillants sur certains sujets. Et je veux dire, le budget en moins du CCAS fait que les subventions à ces associations, que vous avez citées, diminuent. Donc au final, c'est les dominos, et c'est pour ça que plus on descend au niveau de la subvention globale au CCAS, plus ces associations moins, je veux dire, ces associations ont d'argent. Donc je suis ravie de voir qu'il y aura peut-être un BS qui est proposé, mais encore une fois, on ne sait pas comment on va finir l'année, et à un moment, je regrette de le dire comme ça, mais le sport est important, mais entre donner pour le sport à Divonne et donner pour tout ce qui va arriver au CCAS, moi j'aurais mis un effort sur ça, et je vais finir mon propos là-dessus, et je précise quand même que j'ai dit le mot étude. Là je reviens sur cette zone proche du lac, mais en fait c'est un mandat que la commune donne, pas pour étudier, etc., c'est pour un projet précis. Et c'est de ça que je parle. Donc on n'est pas quand même on ne mandate pas un cabinet d'études pour voir quels sont les besoins, etc. Et on ne parle pas que de l'hippodrome. Et je crois que le projet dont on parle, il est suffisamment important et impactant pour peut-être en amont se poser la question de cette zone qui est quand même gigantesque, et du besoin qu'on a absolument de voir un projet dessus, cette mandature.
Et je pense que c'était pas l'urgence pour notre ville de dépenser cet argent. Très bien. Patricia. Oui, donc moi, Anne-Valérie, je veux juste revenir sur ce que vous venez d'énoncer pour le CCAS. Donc c'est clair que je partage vos inquiétudes, mais je voulais juste rappeler qu'en mars 2020, on a fait un choix d'affectation du résultat de fonctionnement 2020 qui se montait à 76 000 euros et que sur ce choix, donc on a déjà attribué 5 000 euros d'aide, que nous avons aussi favorisé certains postes, notamment le logement d'urgence. On a ajouté un peu d'argent pour réaménager le logement d'urgence. Et suite à nos diverses affectations, on avait un excédent de l'exercice qui était de 35 000 euros. Donc quand il a fallu discuter de la subvention, donc il y avait en effet cette lettre de cadrage qui nous demandait de faire un effort de 5%. Avant de discuter, moi j'ai demandé d'avoir un état des lieux de la situation sociale, ce qui a été fait par les agents, et ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait une certaine stabilité, en tout cas à l'époque où on a fait l'examen, pas d'augmentation notable des demandes de logements sociaux, pas d'augmentation notable non plus des aides. Donc voilà, ce qui nous a conforté aussi dans l'idée de faire cette diminution de subventions, sachant qu'en effet, comme l'a dit Monsieur le maire, il y aurait la possibilité d'avoir un budget supplémentaire dans les 3 mois qui suivaient. Et voilà, donc je pense qu'après le vote de ce budget, ça pourra encore évoluer, et je pense que s'il y a des besoins qui se font, qui naissent, on pourra y faire face en demandant un supplément au budget supplémentaire. Mais en tout cas, la situation actuelle, elle est stable et il n'y a pas d'affolement pour l'instant. Et je pense qu'en effet, ce sera plutôt à prévoir en fin 2021 et premier semestre 2022. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les budgets? Isabelle? Alors, bon, moi, je vais un peu surenchérir à Anne-Valérie à propos du budget de CCAS. Pas tant au regard de la situation actuelle, bien que quand même. C'est surtout la symbolique que ça renvoie d'une notion peu solidaire, à mon avis, et de baisser de 5%. Je vois pas l'intérêt par rapport même au premier semestre 2022, l'effet que ça aura. On pourrait peut-être, alors je suis pas une experte en budget, pas du tout, mais on aurait pu engranger un petit peu d'avance pour des besoins futurs. Moi, je voulais aussi parler du scolaire, qui est aussi mon domaine d'expérience. Je pense que dans les écoles, on voit que les budgets ne bougent pas et qu'il va peut-être falloir, au regard de la crise, réorganiser les espaces de vie. Par exemple, je pense aux cantines où les enfants sont pas mal entassés. On manque d'espace dans les lieux communs. Parfois, les cours sont sous-dimensionnés. Je pense évidemment à mon ex-école, la maternelle. Et ça me fait réfléchir à l'idée d'agrandir encore les groupes scolaires. Je pense qu'il vaudrait mieux créer de nouvelles structures, de nouveaux groupes scolaires, plutôt qu'encore entasser d'autres enfants sur des lieux où les cours de récréation seront les mêmes, les salles de sport seront les mêmes, les locaux de restauration seront les mêmes. Et puis, il y aura sans doute des besoins numériques à prévoir aussi. Je sais qu'il y a des tableaux numériques maintenant dans toutes les classes, ce qui est très bien, mais il va falloir penser aux tablettes, puisque l'épidémie qu'on subit en ce moment risque de se reproduire. Et pour favoriser le travail à distance pour les élèves, qui en tout cas, c'est des tendances de toute façon qu'il va falloir avoir. Et en termes scolaires, voilà. Et je n'ai pas vu, alors est-ce que c'est prévu dans une ligne qui m'a été, qui pour moi est obscure,
il y a une aide au commerce pour cet automne. Et est-ce qu'il est prévu autre chose pour les commerces? Parce que je pense aux restaurants qui vraiment là doivent être s'enfoncent petit à petit dans des gouffres de difficultés financières. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour les commerces. Je vais essayer de vous répondre sur l'ensemble des sujets, puis je laisserai Eric Gavaret et Patricia Lotte compléter mes propos, le cas échéant. Sur l'aide au commerce, en fait, on avait le fonds commerçant de 100 000 € qui a été voté l'année dernière n'a pas été consommé par les commerçants. La campagne de communication qui s'est tenue en fin d'année dernière a été assumée par l'EPIC Office de tourisme sur son budget. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui se fait sous l'égide d'Eric Gavaret avec les commerçants pour travailler sur des actions avec eux de l'utilisation de ce fonds commerçant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ligne ou de fonds supplémentaires prévus au budget 2021, mais c'est plutôt là, le report de ce qui était prévu au budget 2020 sur ces 100 000 €. Ensuite, nous, ce qu'on a souhaité, c'était que les solutions qui soient proposées dans le cadre ou financées dans le cadre de ce fonds commerçant, elles le soient, ces solutions, travailler avec les commerçants pour être le plus adapté à leurs besoins, et non pas que ce soit une solution qui arrive de la part de la collectivité et qui ne corresponde pas pleinement aux besoins des acteurs économiques de la ville. Donc voilà pour ce sujet des commerçants. Je crois que le travail est en cours avec les commerçants. Eric, je te laisse compléter. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc au sein des réunions qu'on peut avoir avec les commerçants, ils sont mis régulièrement en contact avec les organismes du département, de la région, pour toutes les aides qui peuvent leur être fournies. Et en ce qui nous concerne avec le fonds commerçant, tout ce qu'ils attendent de nous pour le moment, c'est une aide au niveau de la communication et de l'information sur le click and collect. Alors, je parle pour les restaurateurs en tout cas. Et pour le moment, rien d'autre. Voilà. Nous avons mis en place dernièrement une campagne d'information pour tout ce qui concerne la commande, le click and collect et la livraison à domicile. C'est en fait actuellement, enfin moi j'ai des échanges réguliers par mail avec eux, c'est les seules demandes qu'ils ont actuellement, puisqu'ils ont des aides de l'État, du département et de la région. Les autres points que vous évoquez, notamment sur le sujet du scolaire, et des besoins qui peuvent émerger suite à la crise que nous vivons, et sur le dimensionnement des écoles. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de nouvel établissement scolaire. Ce qui est prévu, c'est, en tout cas dans les 6 ans qui viennent, c'est la réalisation du centre de loisirs Harbert, qui remplacera les Algeco, qui a permis quand même de donner un peu plus de surface aux enfants qui fréquentent le centre de loisirs d'Harbert, d'agrandir en partie la cantine satellite de l'école d'Harbert, qui est aujourd'hui un peu petite, ou en tout cas qui laisse pas suffisamment d'espace dans l'organisation des repas, et de pouvoir doter, autant que faire se peut, les écoles d'espaces de sport ou d'espaces de salles plurivalentes, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui puissent éviter des déplacements entre les écoles primaires, élémentaires et maternelles, au gymnase, qui des fois suscite des trajets en bus, et c'est un peu une logistique complexe. Voilà ce qui est prévu. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de voir les impacts de nos choix urbanistiques. Je rappelle, depuis maintenant 2020, le PLU intercommunal a été organisé pour diviser par 2 le nombre de constructions sur les 10 prochaines années. Cela aura évidemment un impact sur la pression qui peut être faite sur les écoles. Alors l'impact, il n'est pas forcément à court terme, il peut être plutôt à moyen ou long terme. On a déjà connu à la rentrée 2020 une diminution des effectifs. Alors, est-ce que c'était conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Les inscriptions en cours nous permettront d'y voir un peu plus clair. Ce que l'on sait, c'est qu'on a un vieillissement
du centre-ville, avec une population qui regagne le centre-ville, qui est souvent une population de personnes sans enfants, ou en tout cas sans enfants qui côtoient nos écoles maternelles et élémentaires. Donc évidemment, ça a un impact sur le développement du groupe scolaire ou des groupes scolaires du centre-ville. Ça a d'autres impacts sur les groupes scolaires de Villars, enfin, Guy de Maupassant et Herbert. Donc il va falloir étudier ces mouvements assez finement dans les années qui viennent. Et sur le social, je ne reprendrai pas l'argumentaire que j'ai déjà développé auprès d'Anne-Valérie Sédy, mais je crois que le budget du CCAS, quand le résultat de l'exercice 2020 sera affecté, permettra de largement augmenter ou d'augmenter sensiblement le montant disponible pour les aides à caractère social, à la fois pour les associations, mais également pour les Divonnais sur l'ensemble de l'année 2020. Monsieur le maire, je voulais commencer par remercier les agents qui ont organisé ce conseil municipal dans des conditions sanitaires favorables. J'avais regretté la dernière fois qu'on se passe un micro, et c'est le côté en face maintenant. En tout cas, là, on est, nous, dans des conditions qui sont plus favorables. Je tenais à le souligner et à les remercier dans le contexte actuel. C'est important qu'on soit aussi exemplaire sur des mesures de bon sens. Je voulais aussi remercier les agents qui ont préparé le rapport de présentation du budget primitif, parce que c'est un document qui est bien fait, bien construit, bien détaillé. Il y a un travail important qui a été fourni par les agents et je voulais évidemment les en remercier. Pour attaquer, même si le débat est attaqué depuis un petit moment sur quelques points, nous voulions revenir sur une analyse des équilibres financiers fondamentaux. C'est un exercice qui a souvent été fait dans la mandature précédente, qui est de comparer en fait les grands équilibres de Divonne à ceux des communes de strates équivalentes. Vous allez me dire, évidemment, Divonne n'est pas comparable aux communes de strates équivalentes, on est une commune touristique, etc. C'est des choses qu'on appréhende tout à fait, et notamment, on le voit sur les recettes en termes de taxes, etc. On n'est pas comparable. Il y a quand même certains enseignements à tirer de ces comparaisons, et je le dis puisqu'on a vu également que la Cour des comptes s'appuyait sur certains de ces ratios-là et en prenait compte. Donc c'était important malgré tout de pouvoir s'en inspirer et en tirer des enseignements pour notre commune. Je ne vais pas les détailler très profondément, mais en tout cas pas passer sur ceux qui ne sont pas révélateurs. Mais un point attire notre attention, c'est le produit des services et du domaine sur lequel on est plutôt faible à Divonne, avec un ratio de structure aux alentours de 5% des produits de fonctionnement, quand les autres communes sont à plus de 7,5%. On a eu des belles opérations, des beaux événements avec Michelin notamment, qui avait été une piste que je pense l'ensemble de ce conseil municipal voulait développer. C'est peut-être effectivement des actions à réactiver. D'abord parce que ça représente des produits intéressants pour la commune et que ça permet également de la faire rayonner. Quand je parle des produits et de services, je parle pas d'augmenter la cantine, c'est pas nécessaire. Mais c'est gentil. Je passerai également rapidement sur les subventions versées, où on est plus faible que les communes de même strate. Je leur dis parce que effectivement, quand j'entends les discussions qui ont lieu par rapport aux subventions aux associations, aux réductions un peu dogmatiques, je crois que ça a été dit, mais un budget, c'est avant d'être un acte comptable, c'est un acte politique. Ça reflète une volonté politique. Et le symbole notamment de la solidarité au travers du budget du CCAS est un symbole important. Et moi, je comprends les remarques qui ont été formulées. Et j'ai plus de mal, notamment sur un budget primitif, à entendre vos réponses, puisqu'effectivement, ce n'est pas un point comptable, c'est un point de montrer que la commune de Divonne est prête à faire face à cette difficulté sociale qui pourrait se présenter. Voilà, je passe rapidement sur ce point-là, puisque ça a déjà été débattu longuement. Un autre point sur lequel on peut davantage s'attarder, c'est sur les subventions reçues. Là, Divonne est beaucoup plus faible que les communes de même strate. Je sais qu'un travail a été engagé pour aller chercher davantage de subventions et c'est important parce qu'on a aussi des gros projets, donc on est une commune qui doit être apte à recevoir des subventions importantes. Et dans les ratios qui ressortent dans les grands ratios fondamentaux, on n'est plutôt pas bon sur cet élément-là, donc il y a du retard à rattraper et ça permet également d'avancer sur le budget. En termes là pour le coup de ressources d'investissement.
Côté dépenses, ce qui ressort principalement, c'est une faiblesse des dépenses d'équipement. Alors, on est un peu dans le rétroviseur là, parce qu'essentiellement, on était en phase de remboursement d'emprunts qui prenait une partie importante de nos ressources d'investissement, de nos dépenses d'investissement. Il n'en reste pas moins que les encours de la ville de Divonne en termes de dette sont importants. Donc c'est ce qui explique effectivement que dans les grands ratios, on était pénalisé sur les dépenses d'équipement. Voilà en tout cas en quelques mots, une grande vision de ce que représentent les comptes de Divonne. On va vers une amélioration en termes d'encours de la dette puisque aucun nouvel emprunt n'a été souscrit. On voit que la dette s'éteint au rythme qui était prévu. Ça prendra encore du temps, mais on y va. Il y a malgré tout d'autres points qui peuvent être travaillés. Et puis, je laisserai Mathieu faire quelques commentaires sur le volet plus politique, puisque là, on était simplement sur des équilibres financiers. Très bien, donc oui, quelques commentaires d'ordre plus généraux sur ce budget et pour revenir aussi sur la méthode. On souhaite rester plus que jamais constructif dans notre approche. On a parlé des feuilles de route. Effectivement, l'exercice qu'on a fait en finance à la dernière commission était pour la première fois, entre guillemets, en tout cas dans le sens de ce qui avait été annoncé. Et on souhaite continuer plus loin cette discussion parce qu'au-delà du budget 2021, c'est vraiment effectivement des investissements budgétaires de la mandature qui nous souhaite important de discuter, parce que c'est ça qui définira les priorités que la ville souhaite porter à l'horizon des 5 ans, puisque quand on parle de budget, on parle d'investissements majeurs qui auront donc un impact à long terme. Donc cet exercice, il est arrivé tardivement, on comprend bien évidemment le contexte, on souhaite évidemment qu'on puisse continuer à travailler sur la base de ce TPI notamment. On souhaite continuer à travailler de façon constructive dans les commissions et on souhaite qu'effectivement on puisse continuer tous ensemble à mieux apprendre à travailler ensemble, parce qu'il s'agit bien de ça aujourd'hui, de comment on arrive à travailler ensemble pour continuer à porter des projets pour Divonne et pour les Divonnais. Pour le contenu en tant que tel, aujourd'hui ce budget, vous l'avez dit, c'est un budget prudent, c'est un budget qui effectivement est très conforme à votre programme, on ne peut pas vous le reprocher. C'est un projet qui nous manque certainement, je vais emprunter un des termes de Jean-Louis, mais d'audace, parce que c'est un terme que tu répétais de façon assez prononcée pendant la campagne. Aujourd'hui, c'est un budget qui est effectivement à l'image du programme, est un grand saupoudrage. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir l'impression de vouloir tout faire, avec un vrai risque de ne rien faire de bien. C'est un budget qui, quand on regarde par rapport à l'ambition de la ville, de vouloir devenir une ville de tourisme, de bien-être, etc., au final, le tourisme, aujourd'hui, les budgets du tourisme ne sont pas en augmentation du tout. On sait que les termes, il y a eu un gros travail de fait, et on peut le saluer encore une fois de l'équipe qui a repris les termes. On sait qu'aujourd'hui, les budgets investissements sur les termes ne sont pas importants. On sait qu'on attend le résultat de l'audit technique pour savoir ce qu'il faudra investir, mais on sait que de toute façon, on ne fera pas ces investissements parce qu'on voudra les déléguer au privé. Donc concrètement, la politique thermale aujourd'hui, elle est plus qu'en devenir et n'est pas de façon ambitieuse reflétée dans le budget. Ça pourrait venir en 2022, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc les investissements sont inconnus pour l'instant et les dépenses et les recettes sont surévaluées puisqu'on pense aujourd'hui à un nombre de curistes bien plus élevé. On espère se tromper, mais que ce qui pourrait être. Toujours sur le registre de développement touristique ou en tout cas d'animation de bien-être, on a parlé de la piscine. Aujourd'hui, il y a un budget d'études qui est prévu sur la piscine, mais n'oublions pas que le projet de centre nautique, c'est un projet qui avait été porté par votre liste, en tout cas une grande partie d'entre vous, que vous avez enterré grand bien sans face, puisqu'on était évidemment contre ce projet pharaonique de 80 millions. Donc tant mieux qu'on l'arrête. Maintenant la question c'est accélérons pour définir ce qu'on fait de notre piscine. Donc très bien d'avoir 100 000 € d'études. Là on va perdre encore au moins un an où on va continuer à faire du rafistolage sur cette piscine qui va nous coûter encore 700 000 € entre guillemets pour rien faire. Donc on perd du temps et on manque de clarté par rapport à ce budget. Et pour l'instant, dans le PPI,
pas de ligne budgétaire significative qui permettrait de voir l'apparition d'une nouvelle piscine rénovée à Divonne, à moins de partir à nouveau dans un modèle où on partage les frais avec un privé, avec les limites qu'on a pu avoir dans le passé. Donc on a parlé des terres, on a parlé de la piscine. Il y a évidemment un moteur, un vecteur important du tourisme et de l'animation de la ville, c'est le lac. On se réjouit évidemment de l'entretien de l'eau du lac. On attend de voir le cahier des charges si apparemment on le valide le conseil municipal prochain, tant mieux. On a encore beaucoup de non-visibilité sur le lac, beaucoup d'ambition, pour l'instant beaucoup de discussions, mais pas beaucoup de choses concrètes en termes de cahier des charges, en termes de partage d'une vision sur ce qu'on veut exactement faire. Donc là aussi, ça avance, mais péniblement, et on aspirait à travailler plus vite, plus rapidement, et de façon plus ambitieuse sur le lac. Il y a une enveloppe qui a été déterminée de façon plus long terme, sans avoir d'explication derrière ce qu'on veut mettre. Tant mieux qu'il y ait un budget, maintenant il faut qu'on travaille tous ensemble pour délimiter ce qu'on va faire avec ce budget. Autre sujet, on a parlé de l'hippodrome. Donc là encore, effectivement, il pourrait y avoir un projet derrière. Pourquoi pas, il faut qu'il soit relié à une vision, encore une fois. Encore une fois, on ne pourra pas tout faire, donc il faudra choisir ses combats. Dans le même temps, on voit que la gare continue de nous coûter cher, donc par rapport à la dynamique commerciale, la dynamique de vie. On parle aussi d'environnement, de cadre, de bétonisation ou pas bétonisation, de respect des normes environnementales, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui avance. On a entendu le point qu'Urbanera allait revoir sa copie. On espère que ce sera revu de façon allant dans le sens de ce qui était évoqué sur les points de lacune de ce projet, qui ne sont pas mineurs aujourd'hui. On soulève aussi le point que sur la transition écologique, qui était à tous autour de la table, autour de ces tables, un élément clé de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on voulait accélérer à Divonne. Aujourd'hui, dans le budget, ce n'est pas reflété de façon suffisante. On parle de projets qui sont intéressants, mais qui ne sont pas suffisants. Les budgets de la transition écologique aujourd'hui, que ce soit sur le poids de la rénovation énergétique, que ce soit sur des projets plus fondamentaux, sur l'accompagnement sur Synergie. Donc on parle de labels, c'est très bien, mais comment on va transformer ce travail sur ces labels en actions qui vont permettre de délivrer et de mettre en musique cette accélération de transition écologique, il y a encore du travail à faire. Tidiane a conduit des initiatives qui sont intéressantes et on veut continuer de travailler en harmonie avec, mais il nous semble qu'il y a une urgence à prendre des mesures et à accorder du budget sur la transition écologique de façon beaucoup plus importante. Je vais me permettre quelques réponses du coup à vos deux interventions. J'entends ce que vous me dites sur le budget des subventions. Si on doit comparer, on peut comparer par ratio, on peut comparer aussi avec des communes qui nous sont proches. Si on compare, par exemple, le budget de la commune de Saint-Genis en termes de subventions, la commune de Saint-Genis donne 260 000 € à ses subventions, à ses associations, comme subvention. Divonne, on est, je crois, à peu près à 40 000 € supplémentaires. Et on est une commune de 10 000 habitants. Saint-Genis est une commune aujourd'hui de 13 ou 14 000 habitants, selon les derniers chiffres. On est, et je prends l'exemple du CCAS, à Saint-Genis, sur une population qui est plus importante que la nôtre, et le budget de son CCAS est de 110 000 €. Et nous, enfin c'est la subvention qui est versée au CCAS, et nous versons une subvention de 140 000 €. Alors j'entends ce que vous me dites, en tout cas votre désaccord sur le montant des subventions qui sont versées. Au regard des ratios qui sont des villes de même strate, de même taille, nous on a pris des comparaisons qui sont des villes de notre territoire, qui ont des dynamiques aussi proches, en tout cas qui subissent des dynamiques proches de celles qui sont les nôtres. Alors je ne dis pas ça pour dire que tout ce que nous faisons est parfait, je donne simplement ces points de comparaison pour dire qu'au regard de communes qui sont en plus des communes qui ont une sensibilité politique, en tout cas qui peuvent être différentes de la nôtre et qui pourraient être plus axées sur le soutien au social, aux associations ou à l'humain ou à la solidarité. Je crois que le travail qui est fait aujourd'hui par le CCAS, le soutien qui est apporté aux associations, je ne parle pas du soutien non plus technique, matériel, physique qui est apporté aux associations, est plutôt un soutien qu'on juge bon aujourd'hui, qui devra être également travaillé dans les années qui viennent sur le soutien complémentaire aux associations, l'accompagnement au portage de projets, etc.
Donc c'était le premier point. Après, les ratios, ce que vous avez dit Bertrand, les ratios, vous n'avez pas tort sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, je le redis, une des marges complémentaires de capacité d'investissement passera par un travail sur les recettes supplémentaires, notamment les recettes d'utilisation de notre domaine public. Si on pouvait avoir un événement comme Michelin chaque année sur la commune, on sait que c'est 400 000 € de recettes qui étaient arrivées avec Michelin. Je crois que c'était ça de mémoire. Peut-être un tout petit moins. Combien 350. Ouais. Si on avait un événement comme ça toutes les années, ça veut dire qu'on arriverait à valoriser notre espace public et à se donner quelques marges de manœuvre supplémentaires. Donc c'est un travail qui doit être mené également avec l'EPIC Office de Tourisme, qui doit, je crois que c'est son objectif, relancer la promotion aussi de la ville. Et ça va être d'autant plus important aujourd'hui pour relancer l'activité économique et l'activité touristique au sortir de la crise Covid. Et le deuxième point, deuxième sur 3, donc le deuxième point, c'est d'aller chercher des subventions complémentaires. On sait qu'aujourd'hui, on a un step à passer, parce qu'une partie de nos projets, on les porte seuls, sans forcément aller demander au département, à la région ou à l'État, notamment dans les sujets qui sont des sujets importants aujourd'hui, les sujets de mobilité douce, les sujets de transition énergétique, les sujets de rénovation de nos bâtiments, d'isolation, etc. Donc là-dessus, il y a un vrai travail d'organisation des services qui doit se faire pour que chaque projet qui est porté fasse l'objet d'une demande de subvention et d'un portage politique de ces demandes de subvention. Et le dernier point, c'est la dette et le travail sur la dette. Je crois que ça a été évoqué en commission finance, où il y a Jacqueline Rua avec ses équipes travaille sur une modification, un lissage de la dette, voir si ça peut être intéressant pour la collectivité, ce qui permettrait de retrouver aussi quelques marges dans notre budget d'investissement. Et enfin, le deuxième point, qui est un propos plus politique, c'est ce que vous dites sur le manque d'audace et le manque de perspective de notre budget. Je pense que ce n'est pas une question d'audace, c'est simplement une question de pragmatisme et de réalité. Aujourd'hui, on vote un budget dans une situation sanitaire et économique que l'on ne connaît pas ou peu. On a une nécessité aujourd'hui de lancer des projets qui sont aussi des projets qui collent, j'allais dire, à nos deux objectifs. Le premier, de répondre aux attentes des Divonnais, aux besoins de la population, aux besoins des habitants du territoire. C'est des travaux dans ce bâtiment de l'Esplanade du Lac pour améliorer l'accueil de la médiathèque, c'est ce qu'on a voté. C'est des travaux pour améliorer l'accueil du hall de l'Esplanade, pour en faire aussi un lieu de vie. C'est des travaux dans les écoles, c'est des travaux sur les voiries. Et une ville touristique qui a des voiries qui ne sont pas entretenues n'est pas une ville touristique à l'image ou au rang de Divonne-les-Bains. Donc ça, évidemment, quand on décide de doubler le budget, ça peut paraître pas être un choix ambitieux, mais en tout cas, c'est un choix qui s'inscrit dans un travail fin de petites touches, j'allais dire, qui permet d'améliorer la perception que les Divonnais ont ou que les touristes ont des voiries, des aménagements et des espaces urbains. Ensuite, il y a les projets économiques. Je le redis, aujourd'hui, on a quand même un budget sur les termes de 2 millions d'euros, sur lesquels on verse une subvention d'investissement, une subvention de fonctionnement de 300 000 €, qui pour moi est du soutien à l'activité thermale. Nous aurions fait le choix, il y a une année, de fermer l'établissement thermal, ça ne nous coûterait rien aujourd'hui. Et ça ne serait pas un soutien de la collectivité à l'activité thermale, ou en tout cas à l'activité économique de la ville. Donc c'est le choix qui a été fait. On peut juger que 300 000 €, c'est pas une somme suffisamment suffisante, que c'est pas un soutien suffisamment affirmé. Ces 300 000 €, il faut ajouter des travaux, il faut ajouter un audit, il faut ajouter un travail qui va se faire dans l'année sur un travail de choix stratégique. Est-ce que l'établissement thermal reste à sa place ou pas? Quel est le modèle économique et quel est le partenariat qu'on trouve pour réinvestir dans cet établissement thermal, pour faire un établissement thermal qui marchera ou refonctionnera pour les 50 prochaines années qui viennent, avec un spa thermal, avec des services complémentaires qui permettront à la fois d'avoir plus de curistes, mais également d'avoir un élément emblématique qui soit un élément qui permette d'attirer un bâtiment et un lieu qui permettent d'attirer les touristes, d'attirer les Divonnais, le tourisme de proximité, le tourisme un peu plus large. Et ça, très clairement, on a repris la gestion des thermes en novembre dernier. On peut dire en 2 mois qu'on a une vision de ce qu'on veut faire.
Je crois qu'il faut déjà, notre objectif c'est déjà de relancer l'activité thermale. Ça n'a été pas simple en tant que tel, parce que le bâtiment qu'on récupère n'est pas un bâtiment en bon état. C'est pas simple avec la crise actuelle, parce qu'en fait, on a géré le bâtiment très peu de temps l'année dernière. On ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir, mais ça ne nous empêche pas d'imaginer ce que l'on souhaite pour demain. Et on sait que le métier d'acteur, de gestionnaire d'un établissement thermal, c'est pas forcément le métier d'une collectivité. Et évidemment, il faut aller chercher du partenariat public-privé. Je crois qu'aujourd'hui, sur la trentaine d'établissements thermaux qu'il y a dans la région, il y en a un qui doit être géré par une régie. Je crois qu'à l'échelle nationale, il y en a 2. Et je dirais qu'on a soutenu le thermalisme parce qu'il y a d'autres villes avec des établissements thermaux qui ont fermé, carrément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur la piscine, je crois que le message a été clair, ou en tout cas la vision a été affirmée quand on a décidé d'arrêter le projet de déplacement des thermes et de rénovation de la piscine. On était sur un projet qui économiquement n'était pas viable. Et notre volonté, c'était de conserver un modèle avec un partenaire privé, mais qui soit un projet qui nous permette de rénover la piscine actuelle, de proposer des services supplémentaires dans un équilibre financier, qui est un équilibre financier proche de ce que finance aujourd'hui la collectivité en termes de fonctionnement de la piscine. C'est, je crois, aujourd'hui 700 000 € au budget pour l'année, enfin pour la saison des 4 mois. Je pense que, à titre de comparaison, la piscine de Saint-Genis, c'est 700 000 € de déficit pour une année, pour faire simple. Donc on voit qu'avec cette somme-là, on peut avancer. Et comme ça, on pourrait vous déployer l'ensemble des projets que nous portons. Très clairement, un budget, c'est un élément comptable et un élément politique. Aujourd'hui, il est difficile de dire on va faire 50 projets d'investissement sur la collectivité au regard de la situation économique, au regard du travail qui a été engagé également sur les feuilles de route et le PPI. Ça revient à les premiers propos qui ont été dits. C'est un travail qui a pris du temps, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, qui nous permet de fixer en tout cas les priorités de ce mandat et qui nous permettra d'exprimer plus clairement, si ce n'est pas exprimé suffisamment clairement, la vision que nous portons pour le développement de la ville de Divonne-les-Bains dans le domaine touristique, dans le domaine thermal, mais également dans l'amélioration de la vie du quotidien des Divonnaises et des Divonnais. Sur ce budget, est-ce qu'on peut passer au vote ? Juste peut-être une petite intervention, parce que d'abord je suis surpris que Divonne se compare à Saint-Genis historiquement. Enfin, il y a quelques années, j'aurais pas parié là-dessus, et il y a quand même beaucoup d'aspects sur lesquels c'était pas notre objectif, notamment en termes de développement immobilier. Mais enfin, puisqu'il faut se comparer à Saint-Genis, pourquoi pas. Bertrand, j'ai comparé Saint-Genis au niveau budgétaire, c'est-à-dire sur le montant des subventions qui sont données au CCAS et aux associations. Et la piscine, qui est une piscine neuve, que vous comparez à notre piscine, qui n'est pas tout à fait... Et ne me faites pas dire que je souhaite qu'on compare notre urbanisme à Saint-Genis, parce que vous savez que c'est l'inverse de ce que je porte comme vision pour la ville. Non, mais je pensais justement que politiquement, on était assez loin de la vision d'Hubert Bertrand, et vous me dites qu'il y a une sensibilité politique qui se met en place dans les subventions aux associations. Sans doute, c'est pas ce que je vis à Divonne, et en tout cas, c'était pas ça le propos. Le propos, c'était qu'au contraire... en analysant simplement, ça marquait pas un désaccord, c'est en analysant simplement des grands ratios, on note des pistes d'évolution pour le budget de Divonne-les-Bains. On est dans une approche financière, il n'y avait pas de polémique politique. Alors, on peut en créer, hein, c'est pas... Il n'y en a pas du tout dans mon propos. C'est simplement que je vous compare avec des ratios. Moi, je vous donne des points de comparaison qui sont une des villes du Pays de Gex, qui parle, je pense, aux élus de ce conseil municipal, parce que c'est des collectivités qu'on connaît. Voilà. Un des aspects sur lesquels vous n'avez pas répondu, et malgré tout c'est un aspect extrêmement important, c'est la transition écologique. D'abord parce que dans ce budget elle est finalement peu présente, alors pas au travers de certaines actions, mais c'est vrai que le point de la transition écologique qui peut-être d'ailleurs nous distinguerait, je vais parler au conditionnel de Saint-Genis, parce qu'on n'a peut-être pas tout à fait la même approche que Saint-Genis sur ce point-là. Budgétairement, il y a des choses qui sont matérialisées dans le document qui a été présenté, dans votre proposition. Malgré tout, ça ne nous semble pas à la hauteur. D'abord, quand on parle de Citergy, on a compris que Citergy était un bel outil, mais c'est avant tout un thermomètre. C'est-à-dire que ça permet de savoir où on en est de la transition écologique, et un thermomètre permet de savoir si un patient est en bonne santé ou pas, mais ça ne permet pas de le guérir.
Et donc voilà, c'est un élément important dans une démarche. En tout cas, Citergy, c'est pas une fin en soi, en tout cas, pour faire avancer le quotidien des Divonnais. Il y a d'autres aspects, puisqu'on a eu des choix importants à faire, des choix en tout cas à faire qui impliquaient la transition écologique cette année sur des investissements de chaufferie par exemple. Et la décision au final de votre liste, parce qu'il faut le dire comme ça, là on est dans un propos politique, ça a été de choisir une option qui était alors il faut que j'essaie de ne pas trop prendre l'anglicisme de greenwashing, mais d'écologie d'apparence, je sais pas comment il faut le dire, qui était de dire on va faire une chaudière à gaz parce que c'est vachement bien, on peut mettre du biogaz, on va payer une option biogaz. Je pense qu'on se trompe de sujet. Quand on a la possibilité à Divonne-les-Bains, qui est une commune forestière avec une forêt qui est à nos portes, de mettre en place une filière bois pour chauffer des bâtiments communaux, dire on va prendre une option biogaz et on va se chauffer avec du gaz qui vient de Russie, qui vient du Qatar, qui vient d'Algérie ou qui vient de Norvège, c'est pas à la hauteur de ce que vous portez tous ensemble. Et je ne m'adresse pas qu'à Vincent Scatolin, parce qu'après on a l'impression que c'est de l'agressivité dirigée contre le maire, mais c'est lui qu'on a élu, donc faut bien faire avec. En tout cas, c'est pas faut bien faire avec, c'est pour ça que je m'adresse à vous, c'est ce que je voulais dire. Il y en a pour 6 ans, Bertrand. Non, on fera, enfin, à chaque année suffit sa peine, c'est pas. Non, mais en tout cas, de dire on va prendre une option biogaz, moi ça me semble très loin des objectifs de transition écologique qu'on pourrait partager et ceux qu'on aimerait partager avec vous dans les commissions, que ce soit très mode, mais aussi dans les commissions travaux, parce que ça doit pas simplement être un programme porté par Tidiane. En parallèle, quand on sait ce qui se passe dans notre forêt, et ce qui se passe dans toutes les forêts du Grand Est actuellement, avec des forêts qui subissent et qui subissent réellement le réchauffement climatique, avec des arbres qui sèchent sur pied par manque de précipitations et par des températures moyennes qui augmentent, qu'on a des mètres cubes, des millions de mètres cubes de stock de bois scolités, donc avec des petites bêtes du bois qu'on peut pas utiliser pour la charpente, qui ne vaut plus rien puisqu'on est passé de 50 € à 5 € le mètre cube. Et qu'on fait le choix de faire une chaudière à gaz en disant on va prendre l'option biogaz, tout va bien se passer, je pense qu'on est très loin des objectifs de transition écologique et ça se reflète dans ce budget. Parce que concrètement, quelles sont les actions de transition écologique ? Je vais prendre une action qui pour moi est un déni de bon sens, c'est l'éco-pâturage. On a pu le dire, alors ça peut être sur le papier quelque chose de très bien, l'éco-pâturage, sauf qu'on le fait depuis des années à Divonne. Il y a des animaux qui sont sur des parcelles communales, qui entretiennent ces parcelles communales, en dessous de la maison du garde forestier par exemple, je connais un peu ce coin de la forêt là, il y a des chevaux qui pestent tous les ans et c'est pas de l'éco-pâturage et on paye pas un paysan pour mettre ces chevaux là, c'est simplement quelque chose qui se fait de façon habituelle. Et là d'un seul coup, parce qu'on est commune exemplaire en matière de transition écologique, pour mettre 4 moutons à côté du lac, on va payer 10 000 €. Clairement, je trouve que c'est un déni de bon sens. On n'est pas dans quelque chose qui va vers une transition écologique durable et exemplaire, et c'est pas ce qu'on veut faire pour Divonne. En tout cas, c'est pas ce que nous, on souhaite porter pour Divonne. On pense que la transition écologique, elle a vraiment une autre place dans cette ville, que c'est une autre ambition qu'on doit porter ensemble en matière de transition écologique. Le lac, Mathieu l'a dit, on met un budget, pour l'instant on n'a pas de solution. Dire on va faire mieux que le faucardage, moi j'ai lu le rapport fait par le département qui est un rapport sérieux, on a regardé, on s'intéresse de très près à ce sujet-là, c'est un chèque en blanc sans solution sur ce qu'on va faire. Donc doubler le budget d'entretien du lac c'est très bien, si c'est pour faucarder 2 fois plus et avoir des algues qui reviennent régulièrement, ça n'a pas d'intérêt. Voilà quelques exemples. Alors je m'emporte et on va trouver que je casse l'ambiance, mais c'est pas pour casser l'ambiance. On est là pour porter malgré tout des visions un peu différentes et aussi pour avoir un rôle de garde-fou vis-à-vis de choses qui nous semblent pas être en phase d'ailleurs avec vos engagements de campagne. La transition écologique, nous on la vit comme quelque chose de plus important au cœur du quotidien et au cœur des grands projets de notre ville. Voilà pourquoi effectivement, je pense qu'on ne l'a pas dit, mais il n'y a pas beaucoup de suspense, on ne votera pas ce budget. On l'avait compris. Tidiane, pour un projet, première partie de réponse, puis je finirai. Oui. Alors juste pour rentrer un peu dans les détails, puisqu'on parle de projet en détail, pour ce qui est de la chaudière, des remplacements de la chaudière de l'église, on a eu diverses réunions ensemble.
réunion qui, si je synthétise les aspects techniques, font que le choix du gaz, notamment du biogaz, on souhaiterait que les utilisateurs prennent vraiment comme qui se fournissent en biogaz ou en autre type de gaz. Je ne pense pas qu'ils viennent du Qatar ou de Russie, en l'occurrence. Pour que tout le monde, parce que c'est une réunion publique, que tout le monde comprenne bien, il n'y a pas un tuyau avec du biogaz et un tuyau avec du gaz russe. Il y a un seul tuyau. L'option biogaz, c'est juste une option de tarif. Il n'y a pas un tuyau avec du biogaz qui va faire du gaz qui a été produit par une usine de méthanisation à côté. C'est du gaz du réseau. C'est du gaz russe. Qatari, norvégien, algérien. Alors, tout comme l'électricité RDF, vous êtes en train de remettre en cause l'évolution de l'ensemble des fournisseurs énergétiques européens, voire mondiaux. Et donc, je pense que, même si je n'ai pas la science infuse dans ce domaine-là, je pense que le biogaz, pour faire le relais également avec ce que vous disiez sur l'aspect local de la filière bois qu'on pourrait développer, le biogaz à terme sera du gaz local, parce que effectivement, au niveau environnemental, c'est comme ça que ça fait du sens. Donc je reviens juste sur le début de mon propos, c'est que soit cette chaudière à gaz, il a été conduit par deux éléments. Le premier élément est un élément de pragmatisme économique. Vous avez eu les chiffres qui démontrent très simplement l'intérêt d'un point de vue financier sur une période de 25 ans qui est à peu près la durée de vie d'une chaudière de ce type-là. L'autre élément, c'est que par rapport à une chaudière bois, en termes environnementaux et notamment de rejet, on est sur les mêmes niveaux. Ça a été constaté par deux fois avec les calculs du cabinet spécialisé sur lequel je suis appuyé. Et pour en revenir sur la filière bois, je crois qu'effectivement, suite à nos discussions, on partage l'intérêt de développer une filière bois locale. Là, simplement, là aussi, on fait preuve de pragmatisme, que la ville de Divonne, à elle seule, avec les installations qu'elle a, même si on avait pris un chauffage à bois au sein de l'église, ne permet pas à elle seule de porter le développement d'une filière locale qui s'envisagerait plutôt au niveau, à minima, d'être au niveau plus commune, voire à plus grande échelle, pour qu'elle ait un sens économique. En ayant eu la chance de discuter avec les gens de l'ONF qui gèrent notre forêt, ils nous ont expliqué qu'effectivement, il y a des arbres qui pourrissent sur pied, tout simplement parce que économiquement, il n'y a personne qui veut venir les couper et les ramasser, parce que ça coûte plus cher de venir avec un camion pour faire ça, et de passer sa journée à faire ça, que de les laisser sur place. Donc il y a un problème de gestion économique derrière. Donc notre ambition est effectivement de pousser la filière bois tant que faire se peut, mais pas au niveau local, pur, parce que nous n'avons pas les épaules, et encore une fois, c'est du pragmatisme. J'ai perdu le deuxième point sur lequel vous parliez. Oui, voilà. Alors, sur Citergy, effectivement, comme Mathieu l'a dit, c'est un outil, comme vous l'avez dit Bertrand, c'est un thermomètre qui nous permet de savoir où on en est. Alors, quand on sait où on en est, c'est très bien, mais notre but, comme on l'a décrit depuis plus d'un an, c'est quand on saura exactement là où on en est, c'est de faire ce qui est possible de faire avec les éléments qu'on a, notamment les éléments financiers. Donc, on reprend la rénovation énergétique des bâtiments. Le but est effectivement de rénover énergétiquement les bâtiments. Il ne faut pas être grand clair pour voir que vu le patrimoine urbanistique de la ville, dans les 5 ans qui restent, avec les budgets qui sont annoncés sur les 3 ans et sur les 2 années supplémentaires, quand même, il faut faire preuve également de pragmatisme, parce qu'on ne pourra pas rénover tous les bâtiments de façon correcte dans le cadre de l'évolution de la transition énergétique telle qu'on voudrait. Les sommes sont colossales. La preuve qu'elles sont colossales, c'est que des États ou des regroupements d'États comme l'Union européenne mettent en place des programmes qui coûtent des milliards pour aider les particuliers et les collectivités à faire ça. Donc notre ambition n'est pas de laisser tomber la rénovation énergétique des bâtiments que peut-être vous n'avez pas vu de ce qui vous a été proposé. Notre ambition, c'est d'avoir un statut clair de ce qu'il faudrait faire, sur quel bâtiment, à quel niveau, et ensuite faire des choix. Peut-être que, comme ça a été évoqué, pour l'établissement thermal,
il n'est peut-être pas nécessaire de mettre de l'argent dans l'établissement thermal en termes de rénovation énergétique. Si on décide que dans 3 ans, il sera à un autre endroit avec un bâtiment neuf. Voilà. Donc là encore, c'est du pragmatisme. Alors je comprends, je perçois les critiques qui montrent que ça manque effectivement d'audace ou d'ambition. Moi, je vois le verre plutôt à moitié plein, c'est-à-dire que avec les éléments qu'on a actuels, je trouve que le niveau d'investissement que l'on met, et notamment pour la transition écologique, où effectivement beaucoup d'actions sont diluées dans d'autres secteurs, et il n'y a pas un budget ou une ligne spécifique pour ça. Donc c'est peut-être ça qui nuit à votre visibilité. Mais l'idée, et je pense que ça a été écrit noir sur blanc et porté régulièrement, notamment par notre maire, c'est que l'ensemble de nos actions aillent dans ce sens-là. Pour compléter le propos de Kylian, Citergy, c'est un marqueur. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va faire un état des lieux, et on va prendre des engagements pour valider ce label. Et ces engagements, très clairement, ils nous permettront d'atteindre des objectifs en termes de rénovation énergétique de nos bâtiments, en termes de transition énergétique, en termes de transition écologique. Je différencie bien les deux parce qu'il y a les deux sujets qui sont aujourd'hui portés. Et le bilan, en fait, de notre action sur la transition énergétique et sur la transition écologique, il devra se faire au moment où on rendra les clés de la mairie en mars 2026. Et c'est là où on verra l'ensemble des bâtiments qui auront été rénovés, l'ensemble de la stratégie, du déploiement de la stratégie qui aura été mis en place, si on est arrivé à développer certaines filières, notamment la filière bois. Alors, il y a la filière bois d'approvisionnement pour le chauffage, mais la filière bois portée par le département, et peut-être que Véronique en dira un mot, sur la construction, qui est un vrai sujet aujourd'hui sur notre territoire, sur le pays de Gex, plus globalement sur le Genevois français. Et c'est ces éléments-là en fait qu'on va décliner dans les différents exercices budgétaires qui vont suivre celui qu'on vous propose de valider ce soir et qui seront la conséquence de la démarche Citergy en partie, mais d'autres choix aussi politiques d'avancer dans ce sujet de la rénovation énergétique et de la transition écologique. Ce qui est clair, et Kylian l'a dit, l'ensemble des bâtiments de la collectivité ne seront pas rénovés en mars 2026. Le budget de la rénovation de l'ensemble des bâtiments, c'est un budget qui, à mon avis, serait au-delà de peut-être 20 ou 30 millions d'euros. Et ça voudrait dire que si la collectivité ne s'engage, ne fait le choix de ne porter que ce sujet-là, elle ne porterait pas, en tout cas dans les engagements financiers qui ont été pris, de ne pas augmenter la fiscalité et de ne pas avoir recours à l'emprunt, elle ne porterait pas d'autres projets d'investissement pour la ville. Et je le rappelle, il s'agit aujourd'hui d'avoir deux axes. L'axe de la vie des Divonnais, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans lequel il y a des sujets lourds ou des sujets importants qu'on doit porter. L'axe du développement économique. Et l'ensemble de ces sujets, de manière transversale, doivent s'inscrire dans notre politique de transition écologique et de transition énergétique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce qu'on peut passer au vote, étant donné que l'échange a été assez fourni? On peut passer au vote? Je suis pas d'accord avec les arguments qui ont été avancés, mais on a déjà eu ce débat en commission, donc c'est regrettable. Sur la gestion ONF de la forêt, c'est mieux de laisser les arbres pourrir. C'est un très mauvais calcul parce que quand on compare le rendement d'une chaudière en bilan carbone, puisque c'est de ça dont on parle, un arbre qui pourrit dépense autant de carbone qu'un arbre qui est brûlé. Donc on ferait mieux de les brûler, on gagnerait davantage en bilan carbone, ce serait bien mieux. Et puis le bilan de la gestion ONF de notre forêt, je ne parle pas de l'ONF au sens large, mais en tout cas de la gestion de la forêt de Divonne, c'est quand même une belle réussite avec l'autoroute forestière de la Cabus, qui a défiguré la forêt pour aller toucher des parcelles alors qu'on a déjà trop de stock de bois sur Divonne-les-Bains. Et du bois, quand on le stocke, juste simplement pour rappeler à tout le monde ce qu'on en fait, on l'exporte vers la Chine. Le bois de nos forêts, quand on n'arrive pas à le vendre, on l'exporte vers la Chine. C'est quand même un truc assez croustillant. Donc les travaux de la Cabus pour ouvrir de nouvelles parcelles, cette autoroute qui passe sur un ruisseau qui, semble-t-il, n'existait pas, mais qui coule toujours et qui entraîne d'ailleurs des avenants au projet de travaux puisque le sol n'était pas stable. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous redis, Bertrand, on a confié la gestion de notre forêt à l'ONF. Je crois qu'il y a un bilan qui est fait très régulièrement à des travaux avec l'ONF. Il y a un plan de gestion
qui a été mis en place il y a maintenant quelques années avec l'ONF, qui doit être, je crois, rediscuté. Je passe sous le couvert de Daniel Masson et Nathalie Houllier, elle n'est pas là, mais qui connaît bien ce sujet-là, et qui doit être renégocié. Si on considère que l'ONF fait mal son travail, il faut leur dire, en tout cas, et puis rediscuter avec eux de la manière dont ils construiront le plan de gestion de la forêt dans les années qui viennent. Et si on en est satisfait, il faut le dire aussi, parce que j'entends, il n'y a pas de satisfaction. Jusqu'à maintenant, il y avait une satisfaction, et depuis quelques années, la satisfaction n'est pas là, en tout cas, ce qui est porté. Donc je crois que c'est un travail qui doit se faire aussi en partenariat avec l'ONF. Simplement parce que je pense que c'est d'abord pas l'endroit de faire le bilan du travail de l'ONF sur la commune. Il s'agit de lister les grandes actions et des incohérences, parce que Kylian parlait de pragmatisme économique quand il s'agit d'acheter une chaudière, ce que j'entends. Mais justement, on est là pour parler du budget ce soir. Donc c'est en ça que ça intéresse tout le monde qu'on aborde ces points-là. Vous nous parlez de l'ONF et de la route de la Cabus. Le chemin de la Cabus, ça a été une proposition de l'ONF dans le cadre de du plan de gestion de la forêt qu'ils ont avec la ville. C'est pour ça que je vous parlais de l'ONF. Oui, mais si on est content de ce qui est fait, c'est... Aujourd'hui, je ne vous ai pas dit qu'on était satisfait, je ne vous ai pas dit qu'on était insatisfait. Je vous dis que le bilan du travail qui est fait par l'ONF, il est fait annuellement. En tout cas, l'ONF nous remet un document annuellement. Il y a un plan de gestion qui a été établi il y a maintenant quelques années. Si ce plan de gestion ne correspond plus à nos objectifs, à ce moment-là, il faut réouvrir ce plan de gestion, puis discuter avec l'ONF de nouveaux, ou avec d'autres, mais généralement c'est l'ONF, d'un nouveau mode de gestion, de nouveaux objectifs dans la gestion de la forêt communale. Voilà, c'est tout ce que je disais. Ok, Vincent Scatolin. Ceci dit, le point ce soir, c'est davantage le problème de la filière bois qu'on n'a pas contribué à construire en cette première année avec une possibilité qui s'offrait à nous. Quand on dit on va la construire, une forêt ça met 30 ans à pousser, une filière bois ça va mettre peut-être pas 30 ans mais 15 ans à se mettre en place. Il y a une filière bois qui a été montée dans le pays de Gex il y a quelques années qui ne fonctionne pas, vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc, faire croire que la chaudière de l'église permettrait de structurer la filière bois, je ne pense pas que ce soit juste. Je parle de la volonté politique qu'on doit tous porter parce que c'est ça notre engagement et surtout quand on construit un budget, cette volonté politique qui doit être des fois plus forte ou aussi forte que le pragmatisme économique, parce que quand il s'agit de porter une chaudière avec une vision derrière de ce que peut être une filière bois, c'est pas le pragmatisme économique, je le comprends quand on fait un investissement, simplement ce qu'on dit là c'est que le surcoût n'était pas délirant, que les propositions techniques existaient et que ça aurait été un bel exemple. Voilà pourquoi je parle, alors chercher le mot pour remplacer greenwashing, c'est une communication verte plus que des actes qui pourraient faire basculer notre commune dans l'exemplarité sur la transition écologique. Oui, mais j'ai trouvé le terme, je crois. La commune a déjà travaillé dans ces sujets-là. Je parlais de l'école d'Arbert à l'époque. En tout cas, il y avait une chaudière bois qui avait été mise en place. Quand l'extension de l'école d'Arbert s'est faite, et on parlait moins à l'époque de transition écologique et de transition énergétique que ce qu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'était du concret. Très bien. Je vous propose qu'on passe au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Est-ce que vous voulez qu'on vote point par point ou est-ce que vous allez avoir le même vote entre les points numéro 1 et le point numéro 9 ? Un vote global ? Ça vous va ? Donc, les délibérations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, qui est contre ? Donc, il y a 5 contre. Qui s'abstient ? Donc, les points sont adoptés. Le point 10, il s'agit du vote des taux de subvention 2021. Donc il s'agit de fixer les taux d'imposition pour l'année 2021 comme suit. Donc le taux foncier bâti à 28,39 et la taxe foncière non bâtie à 94,28. Je vous ai expliqué déjà à plusieurs reprises la mécanique de la taxe foncière bâtie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient? Donc le point 11 est validé. Le point 10, pardon, est validé. Le point 11, il s'agit des subventions accordées aux associations pour 2021. Donc il s'agit des délibérations de subventions aux associations qui font l'objet d'une convention. Donc vous avez l'USD pour 95 000 €, l'Amicale du personnel communal pour 40 000, l'école Jeanne d'Arc Logec pour 9 000, l'école Saint-Étienne Logec pour 108 900 €, la maison de la musique pour 65 000 et Arpadi pour 2 000 €. C'est également des subventions qui figurent dans le tableau qui est joint au document qui vous a été fourni
dans le point 1 de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Anne-Valérie. Je profite de ce point pour savoir quand le processus d'attribution des subventions va être remis à plat, puisqu'on en parle depuis longtemps. Et est-ce que ça sera dans les tuyaux pour être effectif et travailler de la même façon dans toutes les commissions pour les budgets 2022? C'est la demande calendaire que j'ai fait à Laurence Beccarelli qui gère en fait ce sujet. Mathieu. C'était sur le même point. Laurence avait initié cette idée de remettre à plat au mois de mars ces subventions. Bon, contrainte de calendrier, mais effectivement on espère que ce sera rapidement à l'ordre du jour d'une prochaine commission d'association pour qu'on puisse travailler en profondeur là-dessus. Aujourd'hui, que ce soit au sein de notre commission ou des différentes commissions, les règles sont fortement différentes. Donc il y a une vraie opportunité à remettre les choses à plat. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Le point 11 est adopté. Le point 12, c'est la subvention au budget annexe de l'eau minérale. Il s'agit d'une subvention parce que c'est un budget SPIC et c'est un montant, c'est une subvention de 10 000 €. Je l'ai expliqué la mécanique tout à l'heure dans le cadre de la présentation des budgets annexes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point 12 est adopté. On est arrivé à la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal. S'il n'y a pas de questions diverses, en tout cas, j'en ai pas reçu. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Alors, je vous invite aussi à bien signer les parapheurs qui circulent, qui correspondent à la signature par rapport au budget. Merci et bonne soirée.